Bonjour Stéphane. Bonjour Anan. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, merci. Bonjour Robert. Good morning. Vous allez bien? Très bien. Alors Stéphane, vous nous parlez ce matin de la sécurité sociale pour les plus pauvres sur le continent et vous revenez notamment sur la récente annonce par l'Afrique du Sud de la mise en place prochaine d'un nouveau système d'allocation sociale pour les plus démunis. Absolument, c'est une information qui est un peu passée inaperçue dans l'ensemble de la presse internationale. L'Afrique du Sud va bientôt mettre en place un système de paiement d'aide sociale innovateur pour les 2 prochaines années. Si très peu de modalités filtrent sur les méandres de cette disposition annoncée par le gouvernement de Pretoria, l'on sait néanmoins que ce sont près de 140 milliards de dollars qui sont déboursés chaque année pour environ 17 millions de personnes par le gouvernement sud-africain dans le cadre de ces allocations. Nécessaires elles sont, estime le pouvoir de la nation arc-en-ciel, parce qu'elles permettent de réduire les inégalités dans ce pays, près de 23 ans après la fin de l'apartheid. Mais au-delà du simple cas de l'Afrique du Sud, interrogeons-nous aujourd'hui sur la problématique de la sécurité sociale pour personnes démunies sur le continent africain. Ignorée par bon nombre de systèmes dirigeants, elle fait l'objet d'un traitement budgétaire à la limite ridicule. Et pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 précise en son article 22, je cite, « Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. » Conséquence, beaucoup d'Africains continuent de percevoir, tels des rêves inatteignables, ces sociétés occidentales où l'État, j'allais dire l'État-providence, assure un minimum de revenus aux moins fortunés et autres chômeurs pour qu'ils n'aient pas l'impression d'un contrat social trahi. Nous avons tendu notre micro au professeur Jean-Joseph Boileau, professeur de renommée internationale, pour en savoir un peu plus sur les causes de cette situation. Voici sa réponse. La première raison, elle est toute simple, c'est une raison économique. L'État-providence, c'est quand même lorsque on a une économie relativement quand même prospère, avec un système fiscal qui fonctionne et qui permet de prélever entre 25 et 40% du revenu brut, du PIB. Là, je peux mettre, si vous voulez, 5% de côté pour les revenus de transfert. Vous comprenez bien que dans la plupart des pays qui n'ont pas en gros plus que 10-15% de prélèvements obligatoires, on ne peut pas à la fois faire face aux fonctions régaliennes de l'État, l'armée, l'administration, et aux fonctions sociales. Donc c'est une question économique. Deuxièmement, et ça c'est très intéressant, c'est le cas indien, le cas chinois, par rapport à beaucoup de pays, notamment en Amérique latine. Pourquoi la Chine et l'Inde ont un système de protection sociale qui, bien qu'ils étaient pauvres, a quand même permis de fonctionner. C'est ce qu'on appelle le facteur politique. Mais enfin, il y a un dernier facteur qui est important, c'est le rôle des médias. Amartya Sen explique, je pense, avec beaucoup de lucidité, que les médias travaillent souvent, en fait, pour les classes moyennes et pour les classes dirigeantes. Les classes dirigeantes, par exemple en Chine, là, c'est très clair, et les classes moyennes dans le cas de l'Inde. Or, ces classes dirigeantes et ces classes moyennes ne se préoccupent pas beaucoup de la pauvreté, et les journaux, les médias, télévision, radio, etc., parlent des problèmes des classes moyennes et pas des pauvres. Alors les pauvres, on les oublie. Stéphane, que faire donc pour sortir de cette impasse finalement? Les États africains auraient peut-être bien fait de penser à un revenu minimum universel tel que pratiqué en Inde. Trêve de commentaires. Au lieu de rentrer dans un académisme creux, écoutons plutôt les suggestions de l'expert, j'ai nommé Jean-Joseph Boileau. Je crois que la meilleure solution serait de cibler des programmes assez simples autour de modèles, ce qu'on appelle des business models, qui donnent la main, ce qu'on appelle, aux populations pauvres, sur les 3 droits fondamentaux que sont le droit à l'alimentation, le droit au logement et le droit à l'éducation.
On l'a donc compris, Anan Robert, la protection sociale est un enjeu crucial du développement de nos sociétés, car il s'agit en fait de bâtir au présent les futures générations. Merci beaucoup Stéphane. Je vous en prie. On se retrouve la semaine prochaine pour notre chronique. Et je voudrais peut-être ajouter ceci. Oui. Ne manquez pas votre édition, une nouvelle édition de votre chronique business la semaine prochaine. Donc, c'est un message que je passe aux téléspectateurs.